qui a été mon formateur, très exigeant, et je pense à lui aujourd'hui en faisant ce topo. Donc on m'a demandé de parler de la fermeture percutanée de l'auricule gauche en 2023. Juste pour rappel, l'auricule gauche c'est un petit appendice en haut et à gauche de l'oreillette qui en rythme sinusal se contracte comme le reste de l'oreillette et donc se vidange bien. Et quand on passe en arythmie complète par fibrillation auriculaire, comme le reste de l'oreillette, il arrête de se contracter. Et c'est là que dans plus de 90% des cas, dans la FA non valvulaire, non rhumatismale, que se forment les caillots, comme vous pouvez le voir ici. Elle passe ma flèche quand je passe là-haut, oui elle passe, très bien, c'est très bien, sur le scanner ou sur cette ETO. Et c'est des choses qu'on voit régulièrement dans la vie courante. Alors je suis désolé, je parle encore avec le score de Schatzvask, mais bientôt il y aura le score de Cotin. Et il donne quelques renseignements. Et le risque de faire, de cailloter dans son auricule, quand on est en FA, est d'autant plus important qu'on a des facteurs de risque associés, à commencer par l'âge, l'hypertension artérielle. Bref, vous connaissez tout ça. Et ça, c'est des séries qui ont été faites sur des séries historiques avant que les gens soient anticoagulés. Et on sait par exemple que si on a un score de Schatzvask à 4, et bien chaque année, on a une malchance de 4% à 9% de faire une embolie systémique dans le cerveau ou ailleurs. Et donc, à partir de là, il y a des recommandations qui ont été écrites. Et pour éviter de cailloter quand on est en fibrillation auriculaire, c'est suivant le score de Schatzvask, à partir de 2 chez un homme, voire 1, ou de 3 chez la femme, voire 2. Donc ça, vous connaissez ça par cœur. Et ça a été fait alors qu'il n'y avait que les anticoagulants type AV4 qui existaient à l'époque. Et donc, il y a une autre possibilité d'éviter qu'un caillot se forme dans l'auricule gauche, qui est apparu il y a quelques années, c'est de boucher l'auricule gauche. Donc c'est la fermeture de l'auricule gauche, donc je vais vous parler tout de suite. Donc, actuellement, en France, il y a 2 systèmes. L'un développé par l'un qui s'appelle le système Watchman, c'est Boston qui le commercialise, l'autre c'est le système Montazer. Chacune arrive à la 2e génération de prothèses, on fait des petites améliorations par rapport à la prothèse antérieure. Moi je trouve que le premier ressemble plus à un bouchon de plus à une capsule, ça chacun peut donner son appréciation là-dessus. Et c'est pas tout à fait simple comme procédure, parce que c'est une procédure qui se passe en règle. Pas toujours, mais en règle, sous anesthésie générale, parce qu'elle est guidée par l'échographie transésophagienne. Quand on travaille, vous allez voir tout de suite, j'ai fait un petit film pour que vous ayez vu un peu direct, mais on est extrêmement guidé par l'échographiste, qui sont des échographistes interventionnels. Il faut faire le transeptal à un endroit précis, parce que sinon on n'a pas la bonne angulation pour arriver dans l'auricule, excusez-moi, et puis après pour bien se passer dans l'auricule. Il y a une alternative avec l'écho intracardiaque. Le seul inconvénient, c'est que ça a un coût exorbitant. Et puis là, ce que je vous propose, c'est de voir, donc ça se passe en simple cathé interventionnel, mais avec anesthésie, et là rapidement, en quelques minutes, un petit film. Alors vous voyez, avant même qu'on ait commencé, le patient il est déjà intubé, ventilé, il a déjà la sonde d'échographie transésophagienne et on ne quitte pas la veine tant qu'on n'a pas vu l'auricule, parce qu'au dernier moment, il faut s'assurer, alors même qu'on a fait un scanner avant, qui nous permet de bien mesurer, de savoir quelle prothèse on va prendre, etc., de s'assurer qu'il n'y ait pas un thrombus qui s'est formé. Nous, à plusieurs reprises, on a vu des gens, alors qu'une semaine avant, ils n'avaient pas de thrombus, et le thrombus s'est formé, et en l'occurrence, il se forme dans l'auricule. Et c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment du quotidien, ça. Donc il y a une fois de temps en temps, quelqu'un monte dans sa chambre, on me dit, désolé, on ne vous a pas fait la procédure, on va vous remettre sous anticoagulant 6 semaines, d'habitude on met dit Noël, on contrôle au bout de 6 semaines, et le plus souvent ça a fondu et on peut reprendre la procédure. Donc là, la ponction veineuse a été faite, le transeptal est éco-guidé, il faut que ça soit assez bas, c'est-à-dire vers les pieds, dans l'oreillette, assez loin de la veine cave supérieure. La veine cave supérieure elle est là, la veine cave inférieure elle est par là, et plus souvent postérieure, voire postérieure, je parle dos, sternum,
dans l'autre sens. Et là, vous voyez, c'est en train de piquer, on voit très bien ce qu'on appelle le tenting. Vous allez le voir passer, vous voyez simultanément des deux côtés. Et donc après, avec un système, on fait un échange de guides et tout ça, je vais passer un peu là-dessus parce que ça n'a pas un intérêt majeur, ça va permettre de monter l'introducteur. Vous voyez là, dans l'introducteur, on a mesuré la pression dans l'oreille gauche parce que si elle est faible, l'auricule il peut être un peu rapla-plat. Donc si elle est à moins de 10 mm de mercure dans l'oreille gauche, la pression moyenne, on remplit pour être sûr que le véhicule soit gonflé au maximum. Donc on s'assure qu'on a à peu près les mêmes mesures que le scanner qu'on a fait avant, et puis on commence à placer la prothèse. Vous voyez là, là c'est une prothèse de type emplatteur. Donc il y a le lobe qu'on met ce qu'on appelle en courte position. Et là, on a une vue radiologique, là la vue échographique. Et quand on arrive à ce stade-là, eh ben, on va déployer ce qu'on appelle le lobe, et c'est lui qui va servir de système d'attache dans l'auricule, qu'il soit assez profond, assez bien placé, etc. Des fois, c'est extrêmement facile. On en a fait un la semaine dernière où entre la piqûre et quand on a arrêté la procédure de piqûre de peau à peau, comme on dit, on a mis 24 minutes. Tout compris, et des fois c'est plus compliqué, comme cette situation-là, on a un petit peu de mal à s'orienter exactement comme il faut, peut-être que le point de fonction était un petit peu trop haut. Là, on avait hésité sur la taille de prothèse, moi j'étais partisan d'une prothèse un peu plus grosse, mais on a commencé par celle-là, compte tenu des mesures échographiques qui venaient là, et puis même au scanner, il y avait le choix entre deux prothèses, on a déployé le lobe, et donc c'est le système d'attache au fond de l'auricule, et maintenant on va déployer le disque, et c'est lui qui va obturer l'auricule un peu comme une capsule. Donc vous le voyez des deux côtés, là avec l'injection, là aussi. Vous voyez que là, dans cette situation-là, avec cette situation anatomique, on n'a pas pu attraper ce qu'on appelle le ridge, c'est-à-dire la séparation entre l'auricule et la veine pulmonaire supérieure gauche. Bon, c'est pas bien grave, parce que souvent c'est pris dans l'ensemble. Et là, on fait un test de traction. Le terme consacré, c'est un terme anglais de tug test, mais c'est un terme de traction. On tire assez fort, on tire pendant 1 minute, et on s'assure, à l'issue de ce test de traction, que ce n'est pas sorti de l'auricule. Des fois, ça le fait même pendant le test de traction. Donc, soit il faut remplacer la prothèse, soit choisir une plus grosse, et après, on refait bien les mesures. Et là, cette prothèse-là, ça ne nous a pas plu, la manière dont elle était placée. Ça va un peu reculer. Il y a plein de petits critères, ça ne sert à rien de vous les détailler là, parce que c'est vraiment de la cuisine. Mais là, on est en train de rattraper la prothèse. Là, il se trouve que ce jour-là, on avait un peu de mal, c'est pas habituel ça, mais vous savez que régulièrement, en cardiologie interventionnelle, on tombe sur des situations pas habituelles. On avait du mal à rattraper la partie la plus distale. Mais vous allez voir, finalement, elle va être rattrapée. Et puis, ce jour-là, on a changé de prothèse. Alors ça, c'est plus sur... Changer de taille de prothèse, c'est une procédure sur 15 à peu près. C'est pas très fréquent, mais ça arrive, pour en mettre une plus grosse. Alors pour celle d'après, ça y est, clac, elle est rattrapée. Vous avez vu, ça a été un peu brutal, là, le moment où elle a bien voulu rentrer dans le cathéter. Bon, après, on a placé une autre prothèse, là, tous les critères étaient bons, et donc je ne vous ai pas tout redétaillé. Et ce patient, il a été revu assis. Vous voyez, le disque, là, il n'a pas pris le ridge. Mais chez lui, si on essayait de prendre le ridge, ça ne marchait pas, c'était pas bon. Et il a été contrôlé à 6 mois. Il n'a pas eu d'événement neurologique, il n'a pas eu d'événement cardiologique. Il est toujours en F-phase, monsieur. Et il n'y a pas de caillot sur la prothèse. Mais il peut avoir des complications. Vous avez vu, c'est un peu touchy là comme procédure. L'auricule, c'est une structure extrêmement fragile. Donc il faut être prudent. Il peut y avoir des épanchements péricardiques. Quand les épanchements péricardiques surviennent dans ça peut être catastrophique. Et nous, je m'en souviens à 2 reprises, et c'est bien parce qu'on a commencé à drainer comme ça, mais il a fallu un drainage chirurgical, et c'est bien parce qu'il y avait la chirurgie et le point sur l'auricule plus le dégagement du péricarde, que les patients s'en sont sortis, et actuellement en France c'est autorisé que dans les centres où il y a de la chirurgie. Il peut y avoir des épanchements péricardiques qui surviennent secondairement. Alors ceux-là, ils sont à 24-48 heures. Nous, on laisse sortir les patients de 48 heures à cause de ça. Et qui, ceux-là, d'habitude, c'est une micro-fissure
et finalement, en les drainant par voie percutanée, ça se passe bien. L'embolisation de prothèse, c'est rarement pendant la procédure, c'est dans les heures qui suivent. Ça existe, et vous voyez que la prothèse n'est plus du tout au bon endroit, dans le ventricule, aussi bien en écho qu'en... Et on fait toujours une écho-contrôle après, là. Voilà. Et donc, soit on peut aller la repêcher, c'est pas simple, parce que souvent, ça se met dans les cordages de la mitrale, et si on arrache tous les cordages de la mitrale, c'est pas bon. Il y a des fois où c'est plus possible de le faire, et donc ça dépend du risque chirurgical du patient. Le patient, il est exclu d'aller les opérer, donc c'est possible. L'AVC ischémique, il faut très bien anticoaguler les patients. Alors, le temps de la procédure, il faut qu'on puisse les anticoaguler. Tous les gens qui ont une contre-indication définitive, parce qu'on va parler de ça, aux anticoagulants, parce qu'ils ont fait notamment un AVC hémorragique, et ben on demande au neurologue, vous savez, pendant 2 heures, on a besoin d'anticoaguler. Ils nous disent souvent, c'est 2 mois après, ils vérifient, ils font un scanner. Ils nous disent, d'habitude, on a un délai de 2 mois, grosso modo, par rapport à l'AVC hémorragique. Chose un peu anecdotique parce que c'est très peu fréquent avec cette prothèse-là. On peut avoir une compression circonflexe. Avant de larguer la prothèse, il faut attendre 2 minutes, être sûr qu'il ne se passe rien sur la circonflexe. Et si on voit qu'il se passe quelque chose, il faut la replacer. Mais c'est exceptionnel. Et donc, quand on fait cette procédure, dans plus de 95%, on arrive à la faire. Et le taux de complications globales, les complications spécifiques dont je vous ai parlé, plus les complications habituelles du cathétérisme, on est entre 3 et 6,5%. Ça, c'est sur toutes les premières études. Et puis, bien sûr, il faut en évaluer l'efficacité. Parce que ça marche, parce que n'oublie pas cette histoire-là. Juste un préambule. Théoriquement, ceux qui vendent des prothèses, ils nous disent qu'il faut continuer à mettre du traitement anticoagulant après, ou il faut mettre une double anti-irrigation, ou un anticoagulant plus un anti-irrigant. Tout ça, c'est rien de pire que pour des gens qui ont une contre-indication au traitement anticoagulant. Et il faut reconnaître que souvent, ils sont sous mono-anti-irrigation plaquettaire, et ça se passe pas mal. Donc en fait, on s'adapte au risque hémorragique. Il y a bien sûr les consultations, ces patients sont suivis, consultation à 6 mois, et puis répétées sur les critères cliniques. Est-ce qu'il y a eu une hémorragie? Est-ce qu'il y a une récidive d'AVC ischémique? Et ça, il faut que les gens soient mis dans des registres pour qu'on sache l'efficacité de ce genre de procédure. Et puis, nous, on le fait à 6 mois. Il y en a qui conseillent de le faire à 3 mois. Le TO ou angioscanner cardiaque. Angioscanner cardiaque, c'est quand même plus sympa que le TO pour le patient. Pour savoir que ça bouge bien l'auricule et s'assurer qu'il n'y ait pas de thrombus sur la face de l'oreillette gauche. Et puis, alors, est-ce que ça marche? Donc, il y a des registres qui ont été faits, des études qui ont été faites, et grosso modo, il y a une diminution des accidents ischémiques de l'ordre de 55 à 70%, sur en fait ce qui est équivalent à ce qu'on obtient avec le traitement anticoagulant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir des vrais registres, ça c'est des études, parce que toute une série d'études. Les registres français ont été bien faits, 2013-2015, où il y a 800 patients, 2018-2019, où il y a un peu plus de 1000 patients. Vous voyez que c'est des patients âgés, polis, avec plein de comorbidités. Vous voyez que les chasses vasques sont élevées. Que la majorité de l'indication, c'est la contre-indication définitive au traitement anticoagulant. Mais il y a une petite niche à côté, qui est des gens qui sont sous anticoagulants et qui, malgré tout, continuent à emboliser. Donc, il y a cette indication-là, on va en parler après, qui n'est pas connue par nos autorités de tutelle, mais qui existe en pratique. En grande majorité sous anesthésie générale, je vous en ai parlé. Et vous voyez que dans le premier registre, on avait des complications à 6%, qui sont passées à 4%. Il y a clairement une courbe d'apprentissage dans ces procédures et c'est encore en train de diminuer. Et je pense qu'on va arriver à un tour à peu près incompressible, si on est honnête, de complications qui est de l'ordre de 3%. On est dans un endroit fragile, c'est très invasif. Sur les suivis moyens, là vous voyez à 16 mois pour FLAC 1 et 1 an pour FLAC 2, et bien on a la diminution attendue des embolies systémiques avec moins de saignements majeurs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'on a une mortalité annuelle à 10%. Et 10%, c'est pas à cause des AVC, et même pas à cause des saignements, un petit peu, mais pas beaucoup. C'est surtout parce que c'est des gens très comorbides. Il faut faire attention à qui on ferme. S'il y a des gens qui ont un mauvais pronostic médical, c'est complètement idiot d'aller les fermer. Et malgré tout, même quand des choses ont l'air d'être, quand on a 80 ans, là, comme sur FLAC 2, et ben, on a un risque de mourir dans l'année qui est plus important que quand on est plus jeune. Ça, c'est de façon, sur un schéma, là, les résultats de FLAC 1.
Et vous voyez la diminution des événements thromboemboliques. Vous voyez la diminution des événements hémorragiques. Bien entendu, c'est les 15% qu'il faut compter, parce que les 15%, ils incluent les problèmes hémorragiques qu'on a eu au moment de la procédure. Ça serait malhonnête de ne pas les inclure. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Ça, donc, on a vu une manière d'évaluer les choses, c'est les registres habituels. Ça, c'est complètement différent, c'est du big data. Il y a des sociétés d'assurance dans les pays anglo-saxons, 6 pays, 63 millions d'assurés. Sur ces 63 millions d'assurés, il y en avait 2 millions qui étaient en FA, près d'1,4 million qui étaient traités par traitement anticoagulant et 8 000 qui avaient été traités par fermeture de l'auricule gauche. On voit qu'au passage, il y en a tout de même 600 000 qui ne sont pas traités. Donc ils ont apparié les 8 000 fermés par l'auricule gauche, suivant des critères de sexe, d'âge, d'ethnie, d'HTA, de dyslipidémie, aux patients qu'ils ont trouvés dans le groupe de 1,4 million. Et on est tombé sur un groupe d'âge moyen de 75 ans, qui correspond à ce qui se passe habituellement avec la fermeture de l'auricule gauche, avec un suivi à 5 ans. Et on a vu que sur 5 ans, il y avait un risque significativement plus faible d'AVC ischémique et de décès post-concourus. Ça, c'est très fort. Sur 5 millions d'habitants, bien que ça soit rétrospectif, tout ce qu'on veut, là, les assurances, je peux vous dire qu'elles regardent ça, les assurances maladie. Par contre, il y a une diminution non significative des AVC hémorragiques, elle existe. Hein. Il y a moins d'AVC hémorragiques, mais elle est plus faible elle n'arrive pas au niveau de significativité. Donc il y a des études qui sont en cours pour affiner les indications. Il y en a une qui a été faite à Watchman versus AOD, mais il n'y a que 400 patients, c'est pas énorme. C'était une étude de non-infériorité et qui a montré une efficacité similaire sur un critère composite tout à fait honnête. Parce que les études avant avaient été faites versus AVK, des études Prével et Prospect, qui sont des études, ça c'est des études bien faites, randonnées, tout ce qu'on veut. Donc actuellement, les indications, c'est ça. En France, on en est toujours sur l'indication des recommandations de l'HAS, normalement c'est remboursé que dans cette circonstance-là, de 2014. C'est un CHA2VASc au moins égal à 4. Et une contre-indication définitive au traitement anticoagulant. En fait, il y a eu une évolution à cause des recommandations américaines et européennes, 2016, 2019-2016, et puis là, 2023, il y a une semaine, il a fallu que se dise vite fait bien fait, là, parce que, mais en fait, ils reprennent la même chose. Ils vont plus là parce que c'est en cas de contre-indication au traitement anticoagulant, alors qu'il y a une indication au traitement anticoagulant, donc avec des CHA2VASc, on a vu tout à l'heure, plus bas que le cap de la HAS. Et puis, vous avez vu qu'en cas d'accident embolique sous anticoagulant bien conduit, et de plus en plus, on demande, même, ça augmente un peu, des gens qui sont à très haut risque hémorragique, sans qu'il y ait une contre-indication réelle au traitement anticoagulant, mais on a tendance à ne pas les mettre. C'est en train de sortir, en tout cas, il faut évaluer les choses. Et pour les évaluer, il y a des études qui sont en cours, qui sont très intéressantes, et on les attend. C'est Watchman versus AOD, l'une après ablation de FA et l'autre juste Watchman versus AOD, et l'autre avec Amulet, c'est-à-dire le système emplateur versus AOD. Ça c'est important parce que les AOD sont réputés faire moins saigner. Il y en a, donc là c'était chez des patients non contre-indiqués aux anticoagulants, hein. C'est vraiment une alternative là. C'est les deux premières études, c'est de la compétition entre les deux techniques. Là, c'est dans l'indication actuelle, avec l'OAD contre-indiqué. Alors là, c'est plus difficile. Vous voyez les 3 études à mener, à tel point, parce que c'est deux un peu démontré que ça marche, et que quand on a une contre-indication en traitement anticoagulant, c'est bien difficile de presser les anticoagulants. À tel point que la première des études que vous voyez là, AZAP2, là, a été interrompue pour manque de recrutement. Donc en 2003, en 2023, je perds 20 ans d'un coup, là, dans la FA non valvulaire, c'est le traitement anticoagulant oral direct reste le traitement de première intention, mais dans l'extrême majorité des cas. La fermeture de l'auriculo, c'est une alternative qui a démontré son efficacité. Le concept est bon, on a touché l'auricule, et qui est réservé aux contre-indications du traitement anticoagulant. Le patient à très haut risque hémorragique, c'est raisonnable, parce que sinon, il se retrouve non traité. Et au récidive d'AVC ischémique malgré le traitement anticoagulant. Et l'extension des indications dépendra des études que je viens de vous montrer. Et vous voyez qu'avec ces indications, l'évolution de l'activité en France, finalement, elle a été beaucoup moins élevée que ce que les industriels attendaient.
Et en France, nous, les cardiologues interventionnels, on agit à 2 niveaux sur la prévention de l'AVC. D'une part, l'occlusion de l'auricule gauche, je vous en ai tout dit là, et d'autre part, la fermeture de forme, c'est pas du tout le même terrain. C'est l'AVC cryptogénique du sujet jeune, sans facteur de risque, et c'est une procédure simple, on fait sous anesthésie locale, et dont les complications sont exceptionnelles. Et si vous vous souvenez, en 2017, en septembre 2017, et c'était sorti simultanément dans le New England Journal of Medicine, 3 études qui avaient montré les bénéfices de la fermeture du foie dans cette situation-là. Et là, vous voyez la courbe de progression de cette activité en France, qui a été explosive avec une pause Covid qui est déjà oubliée. C'était comme ça que je terminais, en disant qu'on était devant 2 procédures de cardiologie interventionnelle totalement différentes. Et aujourd'hui, je vous ai parlé de celle la plus invasive.